Au Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette édition principale. Tout de suite les titres. À la une, l'entité sioniste fait de nouvelles victimes dans la bande de Raza. Le bilan de l'agression génocidaire s'élève à plus de 41 000 martyrs et près de 96 000 blessés. Les cadavres de 3 martyrs palestiniens jetés de sang-froid par des soldats sionistes. Des vidéos virales sur les réseaux sociaux témoignent une énième fois de la barbarie sioniste. Nouveau raid d'agression sioniste contre la capitale libanaise Beyrouth. Bilan 9 martyrs, dont plusieurs enfants selon des sources médiatiques. La grogne sociale gagne tous les secteurs au Maroc. L'Association marocaine pour la protection des fonds publics a appelé à la participation à un sit-in contre l'aggravation de la corruption, des rançons et des pillages. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer nos titres, le président algérien Abdelmajid Tebboune, fraîchement réélu pour un second mandat, continue de recevoir des messages de félicitations. Jeudi soir, c'était au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky de le féliciter à travers un message dans lequel il lui souhaite d'obtenir d'excellents résultats à travers son travail dans cette noble mission au bénéfice du peuple algérien. Restez avec nous, on ouvre le dossier palestinien juste après ce jingle. Les mots peinent à le dire. 350e jour d'agression génocidaire sioniste sur la bande de Raza. Ce vendredi, le bilan des victimes fait état de plus de 41 272 martyrs et près de 96 000 blessés. L'entité sioniste ayant fait plusieurs morts et des dizaines de blessés ces dernières 24 heures. Les jours passent et les Palestiniens revivent encore et encore le même scénario macabre. Pour les survivants, l'épreuve est d'autant plus difficile. Se réveiller pour aller constater les dégâts et fouiller les décombres à la recherche des dépouilles. C'était le cas ce vendredi où au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des femmes et des enfants dans plusieurs zones de l'enclave. Souhila Kelal. Des images dignes d'un paysage apocalyptique. On pourrait même croire qu'un fort séisme a frappé la région, vu le niveau et l'ampleur de destruction. Ces maisons du camp de Nusayrat n'ont pu résister à la force du souffle des bombes sionistes. Des murs effondrés, des sols éventrés, l'incompréhension et la désolation se lisent sur les visages. Il ne reste plus rien. Mon mari et mes 3 enfants sont avec moi. Nous n'avons rien retrouvé, pas de four, pas de vêtements, rien. Tout est détruit. Mon message au monde, regardez-nous. Des enfants meurent tous les jours. Il y a 2 semaines, la maison de ma nièce a été bombardée. Il n'y a aucune sécurité. Cette attaque de l'aviation sioniste sur le camp de Nusayrat, situé dans le centre de l'enclave palestinienne, a fait au moins 8 morts et plusieurs blessés, dont des femmes et des enfants. Une autre frappe sioniste a par ailleurs visé un appartement de la tour Elia, toujours dans le camp de réfugiés d'Al-Nusayrat. Les victimes de ces attaques ont été transportées à l'hôpital Al-Aouda. Ils habitaient le nouveau camp de réfugiés et les ont bombardés sans avertissement préalable. Ils étaient chez eux. La maison voisine a été ciblée. Mes proches ont été touchés dans ce bombardement. Mon cousin a été tué. D'autres membres de la famille ont été blessés. Plusieurs autres régions de la bande de Raza ont également été pilonnées par l'aviation sioniste ce vendredi, faisant 6 martyrs dans une frappe qui a touché 2 maisons appartenant aux familles Abou Al-Hatl et Ziyada, près d'un parc municipal de la ville de Raza.
Plusieurs blessés ont également été signalés suite à une frappe de drone sur un groupe de Palestiniens dans le quartier Zaytoun, au sud-est de Gaza. Et au moins 10 citoyens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements des forces d'occupation sionistes qui ont visé ce vendredi après-midi un véhicule et 2 bâtiments résidentiels dans les villes de Gaza et de Rafah. En Cisjordanie occupée, les funérailles s'enchaînent. Ce vendredi, ils étaient des centaines à marcher pour rendre un dernier hommage à 3 Palestiniens assassinés par les balles des forces sionistes à Qabatiyya, près du gouvernorat de Jenin. La situation à Qabatiyya est similaire à la situation dans toute la Palestine occupée, car c'est une partie de la terre où nous vivons et où nous assistons à des batailles depuis notre naissance. Qabatiyya a offert et offre encore de nouveaux martyrs qui sont morts pour la cause du peuple palestinien. Nous offrirons plus de martyrs et le chemin est très long, mais la victoire est proche, si Dieu le veut. Nous serons libérés de cette occupation et nous dirons à cette machine à tuer sioniste que nous restons sur cette route et que nous continuerons notre parcours, même si nous devrons perdre plus de martyrs pour cela. Les martyrs sont comme des phares qui éclairent notre chemin. On en parlait en titre de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des soldats sionistes jeter les cadavres de 3 martyrs palestiniens du haut d'un toit près du gouvernorat de Jenin en Cisjordanie occupée. Des images qui témoignent une nouvelle fois de la barbarie d'une armée qui prétend être la plus civilisée du monde. Les images parlent d'elles-mêmes. Au niveau international, les efforts de l'Algérie pour mettre fin à l'agression génocidaire sioniste sur Gaza ne faiblissent pas. Alger a justement appelé ce vendredi à la tenue d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité le 27 septembre prochain sur la situation en Palestine occupée, en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies. Les détails avec Asma Laïd. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie continue de faire entendre sa voix, devenant un défenseur inflexible des causes justes, notamment celle du peuple palestinien. À cet effet, l'Algérie a appelé à la tenue d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité le 27 septembre prochain sur la situation en Palestine. Cet appel intervient au lendemain de l'intervention du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, dans laquelle il a mis l'accent sur l'urgence de prendre des décisions soutenues par des mécanismes de poursuite et de reddition de comptes pour qu'elles puissent être appliquées, soulignant la conviction de l'Algérie quant à la nécessité d'imposer la paix à ceux qui la rejettent et qui n'y croient pas. Aujourd'hui, nous avons besoin de décisions d'urgence, de décisions appuyées par un suivi robuste, j'insiste, et par des mécanismes de reddition de comptes. C'est pourquoi mon pays réaffirme sa conviction que pour ceux qui rejettent la paix, pour ceux qui ne croient pas à la paix, eh bien la paix doit leur être imposée. Après avoir appelé à prendre une position ferme et claire quant à la situation dans la région, Benjama a rappelé que la principale mission du Conseil de sécurité est de préserver la paix et la sécurité internationale. Chacun, sous ce toit, doit reconnaître que la région est au bord du gouffre. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, si ce qui nous menace advient bel et bien, les conséquences iront bien au-delà. Personne ne sera à l'abri si nous sommes plongés dans cette obscurité. Nous devons tirer les enseignements de l'histoire pour éviter le pire. Par ailleurs, le diplomate algérien exprimait son indignation face à l'impunité dont jouit l'occupant sioniste, son désengagement des accords précédents et ses violations répétées du droit international. L'occupant israélien agit en toute impunité, comme dans une jungle, sans loi ni ordre. Il continue à nier les accords précédents
et à commettre des violations du droit international. L'appel de l'Algérie à cette réunion de haut niveau sur la Palestine intervient 48 heures seulement après avoir convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner les graves développements au Liban, en particulier les explosions provoquées par des attaques électroniques à grande échelle imputées à l'entité sioniste. Et dans le même contexte, le ministère russe des Affaires étrangères s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution appelant à mettre fin à l'occupation de l'entité sioniste des territoires palestiniens, notant qu'un tel pas contribuera à coup sûr à la reconnaissance par la communauté internationale du caractère illégal de l'occupation de la Palestine. Les campagnes d'arrestation arbitraires se poursuivent en Cisjordanie occupée. Ce vendredi, au moins 8 Palestiniens, dont 3 d'une même famille, ont été capturés par les forces d'occupation dans les gouvernorats d'Al-Khalil et de Qalqilia. Les forces sionistes ont également procédé au pillage et à la vandalisation de leurs maisons. Le sort des enfants en Palestine occupée en plein génocide inquiète de plus en plus. Le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Shaiban, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme et appelle à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les enfants de Gaza et faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Ils sont, selon lui, plus de 14 000 enfants à avoir été tués dans l'enclave et près de 2 millions à avoir été déplacés de force. La souffrance des Palestiniens est incommensurable. L'entité sioniste qui tente une énième fois de perturber l'émission de mandat d'arrêt par la CPI en annonçant son opposition formelle après que le procureur de la Cour ait demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense sioniste Yoav Gallant. Cet appel conteste à la fois l'autorité du tribunal et la légalité des mandats d'arrêt. À ce propos, maître Gilles Devers, avocat chargé du dossier palestinien auprès de la CPI, était hier invité du journal. Il est justement revenu sur le blocage que connaît ce dossier. Regardez. Notre plainte datait du mois de novembre. Elle a été suivie après un délai un petit peu long d'une demande de mandat d'arrêt qui était le 20 mai. Donc entre novembre et mai, je crois qu'il y avait assez d'informations. Le procureur nous a fait perdre du temps. Mais ensuite, la Cour doit se prononcer. Il lui faut à peu près un délai de 2 mois normalement, parce qu'il y avait quand même 5 demandes de mandat d'arrêt et une situation il faut rédiger, c'est un travail de rédaction. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Royaume-Uni, qui était alors dirigé par les conservateurs, a voulu une nouvelle fois tenter de bloquer l'action de la Palestine et a soulevé des exceptions de procédure. Bref, pour dire la Cour n'est pas compétente et la Palestine, c'est pas un État. Voilà. Donc il nous ramenait bien en arrière alors que on avait déjà progressé, mais juridiquement, c'était recevable. Et la Cour ne pouvait pas faire autre chose que d'abord répondre à la question sur la compétence et statuer sur les mandats d'arrêt ensuite. Donc, c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. Il y a eu un débat très important. Il y a 80 personnes qui ont participé, 80 personnes et groupes qui ont participé. Même les États-Unis ont déposé des mémoires en cerc-boutant et ils nous montrent en fait par leur acharnement à quel point ce dont ils ont peur, c'est la compétence de la Cour et l'application du droit international. Parce que sur le fond, ils n'auront plus rien à dire. Voilà. Donc, à ce jour, on attend. Tout le monde pense que ça ne devrait plus beaucoup tarder, mais ça ne dépend que du fonctionnement de la Cour. Et on est évidemment prêt à amplifier le résultat s'il est bon et à faire appel s'il était mauvais. Nouveau raid d'agression sioniste contre Beyrouth. Au moins 9 personnes, dont plusieurs enfants, selon des sources médiatiques, sont tombées en martyrs. Cet épisode signe une nouvelle escalade dangereuse sur le Liban, notamment après l'intensification des attaques sionistes sur le sud du pays ces dernières 24 heures.
De nouveaux bombardements sionistes ont également ciblé le sud de Liban ce vendredi, faisant plusieurs martyrs et une dizaine de blessés. Cyberattaque terroriste sioniste contre le Liban toujours. Le secrétaire général des Nations Unies et son équipe suivent de près les développements dans le pays. C'est ce qu'a déclaré jeudi soir le porte-parole du chef de l'ONU, Stéphane Dujarric, affirmant également que la force intérimaire des Nations Unies au Liban est en contact avec les parties impliquées. La paranoïa et l'inquiétude a envahi la population libanaise ces dernières 48 heures. Les citoyens se méfient de tout appareil de transmission se trouvant à leur proximité, alors que la situation dans la région s'embrase. L'entité sioniste nous menaçait. Ils ont commencé par faire exploser des engins et nous ne savons pas ce qu'ils feront ensuite. Un frère de la résistance a été touché par une explosion à 2 mètres de nous et il a fallu beaucoup de temps pour l'évacuer en raison des mauvaises conditions qui règnent dans ce pays. Mais nous saluons le discours de Nasrallah et si Dieu le veut, il sera une source de soutien pour nous et une menace pour les ennemis de Dieu. C'est la rentrée des classes et la demande de fournitures scolaires est faible parce que les gens craignent que les écoles ne ferment. Comme vous le savez, nous partageons les mêmes préoccupations que tout le monde et que Dieu protège ce pays. La peur de la guerre est devenue une obsession croissante pour tous les Libanais. Nous avons le sentiment que le risque de guerre augmente de jour en jour et qu'il est très proche. En tant que Libanais, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de guerre et nous espérons qu'elle ne se reproduira pas. Nous espérons que la guerre de Gaza s'arrêtera avant qu'elle ne jette son ombre sur le Liban. En marge de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken en visite de travail à Paris, le président français Emmanuel Macron a assuré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et adressée aux Libanais, je cite, qu'un chemin diplomatique existe, ajoutant qu'aucune partie n'a intérêt à l'escalade. Un chemin diplomatique existe. Il est exigeant et c'est celui que la France veut tracer pour le Liban avec tous ses partenaires. Nous agissons au nom de nos valeurs, de notre amitié, de nos sentiments fraternels pour le Liban. Nous le faisons avec clarté et en disant la vérité à tous. Israéliens, Iraniens, partenaires internationaux et régionaux, dirigeants libanais, et la vérité, chacun la connaît. D'abord, personne n'a intérêt à l'escalade. Le dossier libanais, on en parle plus profondément avec notre invité du 19h. Et depuis Genève, nous rejoint via Skype Hicham Lahmissi, analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Hicham, la situation au Liban démontre des signes inquiétants d'embrasement, notamment après l'intensification des raids d'agression sionistes hier au sud du Liban, mais surtout aujourd'hui après l'agression menée contre Beyrouth. Quel signal ces éléments envoient? Doit-on s'attendre à une invasion et à une agression à grande échelle de l'armée d'occupation contre le Liban selon vous? Alors, si on analyse les derniers événements, c'est-à-dire à la fois les attaques menées à distance par Israël à travers l'affaire des beepers qui ont explosé
et qui ont été sabotées en fait depuis Taïwan, a priori, plus les derniers bombardements sur un certain nombre de positions défensives, ainsi que les attaques visant plus spécifiquement le leadership du Hezbollah, avec l'assassinat aujourd'hui par bombardement du chef de la brigade Al-Ardouan, qui est le numéro 3 de l'organisation du Hezbollah. On est très clairement dans une logique. Une information qui n'a pas encore été confirmée par le Hezbollah, Hicham. Alors, qui n'a pas été confirmée, mais en tout cas qui a été reprise par un certain nombre de médias, mainstream et autres. Donc peut-être à reconsidérer, mais en tout cas, il a été visé, très clairement. Donc on se situe quand même dans une situation d'escalade particulièrement inquiétante et qui laisse à penser, au vu de ce qui se déroule aujourd'hui, qu'Israël se prépare à une invasion du Liban ou du Sud-Liban, à moins qu'il s'inscrivent plutôt dans une attaque à distance multiple, sachant que l'armée israélienne craint le Hezbollah, craint un affrontement direct sur le terrain, mais il faut regarder que le contexte actuel n'est absolument pas favorable au Hezbollah, dans le sens où les communications, les systèmes de communication du Hezbollah étaient complètement remis en question et déstabilisés, que plusieurs centaines de membres du Hezbollah sont hors de combat à cause des blessures qu'ils ont subies suite à l'affaire, vous savez, des beepers et des talkie-walkie, et qu'au-delà de ça, les États-Unis soutiennent totalement Israël dans les opérations en cours. Oui, mais surtout qu'on assiste ces derniers temps à une multiplication des menaces de la part du ministre sioniste de la Défense, Yoav Gallant, n'est-ce pas, Hicham ? Israël cherche à prendre sa revanche sur sa défaite de 2006. Il faut voir que le Hezbollah est la seule organisation, puisque ce n'est pas un État, qui a réussi à vaincre en fait l'armée israélienne. On peut considérer aussi actuellement que la résistance palestinienne à Gaza a réussi non seulement à résister, mais à infliger de très lourdes pertes à l'armée israélienne, mais on est quand même dans un cadre où Gaza est entièrement détruite. Donc Hezbollah est un petit peu l'élément qui pose problème à Israël, parce qu'Israël cherche en fait à rétablir une forme de domination, vous savez, cette espèce de mythe de puissance invincible de l'armée israélienne qui a été remise en question par le Hezbollah, qui est remis en question aujourd'hui à Gaza par le Hamas, qui cause des pertes absolument édifiantes à l'armée israélienne, que ce soit en termes d'hommes ou bien par la destruction et la mise hors de combat de blindés. Il faut savoir que près de la moitié des blindés de l'armée israélienne ont été mis hors de combat à Gaza. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Mais en tout cas, la fenêtre de tir pour l'armée israélienne aujourd'hui lui est extrêmement favorable, tant le niveau de désorganisation du Hezbollah à cause de cette fameuse opération des beepers a été forte et importante, et au-delà de cela, l'impact psychologique également. Justement, les violations sionistes de la souveraineté libanaise et de la résolution 1701 de l'ONU se multiplient, notamment après la cyberattaque terroriste d'une ampleur jamais vue, qui a fait un grand nombre de victimes civiles, ce qui a occasionné après une série de condamnations internationales, en plus de celles, on l'a vu tout à l'heure, du secrétaire général de l'ONU. Pensez-vous, Hicham Lehmissi, que la communauté internationale a les moyens de stopper cette escalade de la région qui paraît être planifiée de la part de l'entité sioniste ? Alors, je tiens juste à préciser qu'il ne s'est pas agi d'une cyberattaque, mais ce sont des opérations de sabotage. En fait, vous avez les appareils de communication qui ont été utilisés par le Hezbollah, qui ont été manifestement visités par des membres du Mossad ou d'autres organisations pro-israélienne à l'origine, que ce soit à Taïwan ou en Hongrie. On n'a pas encore tous les éléments, et qu'en fait des systèmes actionnables à distance à travers des poses d'explosifs et autres éléments, c'est ce qui a contribué en fait à ces explosions. C'est pas du tout une cyberattaque. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ça, le Hezbollah aujourd'hui a été particulièrement fragilisé. Alors vous parlez de la question du droit international, on a affaire à un super État voyou, qui est l'État d'Israël. Aujourd'hui, en termes de droit, les choses, elles ne se discutent pas. On a affaire à des agressions multiples. Les dirigeants israéliens sont poursuivis pour génocide au niveau de la Cour pénale internationale. Oui. La vraie question, c'est le soutien américain à Israël, c'est-à-dire le soutien total et inconditionnel
des États-Unis à Israël est en fait le véritable problème, parce qu'en réalité, sans les États-Unis, la question israélienne, la question de l'impérialisme israélien dans la région serait réglée depuis longtemps. Le Hezbollah n'a pas peur, par exemple, d'affronter l'armée israélienne, ni même l'Iran. Ce qu'ils craignent, ce sont les États-Unis et le soutien en armes et en munitions absolument inconditionnel. Et c'est là que se situe en fait la clé de tous les problèmes. Et justement, on sait que l'envoyé spécial américain Amos Hochstein, chargé du suivi du dossier libanais, était au Proche-Orient la veille de l'attaque que Washington qui affirme ne pas avoir été mise au courant de cette attaque. Est-ce que vous y croyez, Hicham El-Hamisi ? Si vous prenez l'administration américaine, on sait que sur l'ensemble des membres de l'administration américaine, quasiment la moitié dispose d'un passeport israélien. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Il est absolument improbable que les États-Unis n'étaient pas mis au courant, parce que c'est une opération qui a été menée depuis des mois, voire des années, qui a été préparée d'une façon très méthodique. On peut considérer quelque part que du côté israélien, c'est une réussite absolue et qui va très certainement servir de modèle et d'exemple peut-être pour d'autres organisations, et ça c'est quelque chose quand même d'assez inquiétant, et que les États-Unis de toute façon sont complices de ces opérations. Si les États-Unis avaient voulu calmer Israël qui mène un génocide depuis un an, les États-Unis l'auraient fait. Aujourd'hui, on en est quasiment à 4 ou 5 recharges de stocks de munitions et de missiles que les États-Unis ont effectué depuis le 7 octobre 2023 en direction d'Israël. Cet élément, je pense qu'il résume tout et ne mérite pas d'autre explication. Hicham, il y a aussi la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en France. On l'a vu tout à l'heure dans le JT, le président français a appelé à la retenue. Est-ce que vous pensez que la France a réellement plutôt les moyens de jouer le rôle de médiateur, selon vous? Enfin, c'est ce qu'elle prétend vouloir faire. Alors, la France, elle a toujours une capacité d'influence, en ce sens où c'est un pays important en Europe. C'est un pays qui a longtemps porté une voix, qui était une voix justement modératrice, une voix de conciliation. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est que le leadership actuel d'Emmanuel Macron, vis-à-vis de la question du rapport à Israël, est problématique. C'est-à-dire qu'au-delà du discours, la France n'exerce plus réellement de pression. Ils ont les moyens, que ce soit des moyens économiques, pression diplomatique, mais dans les faits, hormis des bouts de condamnation, l'action française, elle reste extrêmement limitée et plutôt décevante. Très bien. Dernière question pour vous, Hicham El-Hamisi. Vous avez sûrement dû suivre hier. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé dans son discours que malgré les pertes subies, la résistance libanaise continuera à animer le front de soutien avec la Palestine. Pensez-vous justement que la vraie solution pour assurer la désescalade, c'est l'application de la résolution onusienne concernant le cessez-le-feu et le retrait immédiat des troupes sionistes de la bande de Gaza? Alors, il n'y a pas d'autre solution que celle du respect du droit international. Aujourd'hui, Israël est la puissance occupante à Gaza. Elle est en train de commettre une multiplicité de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Elle opère aujourd'hui un génocide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du droit international, le plan d'Israël de génocide de Gaza est un plan qui a été longuement réfléchi, discuté, aujourd'hui appliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'action d'Israël. La volonté d'Israël, c'est éradiquer la population palestinienne, et ça, il faut absolument le prendre en considération. Les moyens de résister à Israël aujourd'hui, sachant que les États-Unis soutiennent totalement Israël et seront prêts à intervenir quelles que soient les conditions, c'est-à-dire dans laquelle se positionne Israël, c'est-à-dire celle d'agresseur, bien en prenant en considération ces éléments, il faut comprendre que la seule réponse valable face à Israël, c'est la réponse économique. Israël est fortement ébranlé économiquement depuis plusieurs mois. Même des hommes d'affaires importants israéliens retirent leur argent, retirent leurs investissements. Israël a perdu la place qu'elle souhaitait d'être le grand hub du Moyen-Orient. Tout ça, c'est fini. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller pour soumettre Israël au respect du droit international et au respect des droits humains, des principes humains les plus élémentaires que Israël ne reconnaît plus depuis
très longtemps, aux grandes dames de toutes les valeurs qui ont fondé l'humanité depuis sa création. Merci beaucoup Hicham Lamissi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix de Genève. À bientôt. L'Algérie s'inquiète de la situation en Syrie. Le représentant permanent du pays auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a dénoncé ce vendredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité la transgression de la souveraineté syrienne qui menace de déstabiliser toute une région. On passe à l'actualité africaine juste après ce jingle. L'association marocaine pour la protection des fonds publics a appelé à la participation à un sit-in samedi devant le Parlement de Rabat contre l'aggravation de la corruption, des rançons et des pillages. Dans une déclaration, l'association a appelé toutes les forces démocratiques, divers départements de lutte contre la corruption et tous les citoyens à participer activement à ce sit-in qui sera organisé pour refléter leur refus d'instaurer la corruption dans différents secteurs de l'État via la limitation du rôle du ministère public dans l'initiation des recherches et le suivi judiciaire des délits liés aux fonds publics, en plus de l'exploitation du Parlement dans la protection des voleurs d'argent public. Aujourd'hui, la corruption s'est répandue et s'est transformée en monstre et est devenue une menace pour l'État et la société. Il y a une élite qui a accumulé les richesses de manière phénoménale. Dans ce sens, ils ont mis en place l'article 3 du projet de la loi pénale. Connaissez-vous le danger de l'article 3 ? Ils ont muselé la société qui ne peut plus les dénoncer et ont également étouffé le ministère public en usant d'un vice de forme pour la voie juridique pour protéger les leurs. Ainsi, le comptable fait des rapports, mais ces rapports ne parviennent pas à la justice. 21 dossiers ne sont jamais arrivés à la Haute Cour des comptes. Il y a des dossiers de la Haute Cour des comptes qui n'ont jamais été ouverts. C'est nous, au niveau de l'association, qui l'avons pris et l'avons mis au niveau de l'Assemblée générale. Ces institutions sont soumises à des tractations et considérations politiques et au rapport de force ainsi que d'autres considérations. En même temps, les associations sont menacées au Parlement. Celui qui veut porter plainte se prépare pour 10 ans de prison. Autrement dit, si un citoyen se plaint d'un autre citoyen, il n'y a pas de problème. Mais s'il se plaint d'un responsable ou d'un élu, là, ça devient un problème. Il doit se préparer pour 10 ans derrière les barreaux. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils nous considèrent comme des réfugiés et non pas comme des citoyens à part entière. Nous sommes des spectateurs passifs pour eux. On ne doit rien dire. Et la grogne sociale gagne tous les secteurs au Maroc. Les manifestations se multiplient. La colère monte également face à la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Une large partie de la société marocaine rejette fermement cet accord qu'elle perçoit comme une trahison des valeurs historiques de solidarité avec le peuple palestinien. Mohamed Ouali Ben Chaban. En exhortant toutes les forces démocratiques du pays ainsi que l'ensemble des citoyens marocains à se joindre massivement à une manifestation d'envergure, l'Association marocaine de protection des deniers publics vise à mettre en avant l'urgence de lutter contre la corruption qui gangrène de nombreux secteurs de l'État dans le royaume. La corruption, qui constitue un obstacle majeur au développement du Maroc, prend diverses formes, de la recherche de rente à l'accaparement de l'argent public, en passant par des ingérences flagrantes dans le travail de l'autorité judiciaire. Ces pratiques minent l'état de droit, affaiblissant la confiance des citoyens dans les institutions et entravent la justice sociale. Le secteur de la justice n'est pas épargné par les manifestations. Le non-respect des lois, de la Constitution et des droits fondamentaux, ainsi que l'impunité, plonge le Merzen dans l'incertitude. Depuis quelque temps, la justice est secouée par une série de grèves répétées, menées principalement par les greffiers, agents judiciaires et avocats. Ces mouvements de protestation perturbent gravement le bon fonctionnement des tribunaux et relèvent des revendications pressantes concernant les réformes indispensables dans ce secteur.
Dans ce sillage a eu lieu à Bruxelles la commémoration de la proclamation de la République du Rif qui était reconnue par la communauté internationale au début du siècle dernier. Le Parti national rifin a organisé une journée de mobilisation en Belgique afin de revendiquer la libération des détenus politiques et de réclamer justice face à l'appauvrissement que vit sa région particulièrement fragilisée économiquement et socialement. La mobilisation a également dénoncé la complicité des institutions européennes avec le régime répressif du Marzen, mais elle a surtout été le lieu pour la signature d'un pacte historique d'alliance et d'assistance mutuelle entre le Parti national rifin et le Front du Polisario qui lutte pour la libération de la dernière colonie de l'Afrique. Depuis l'annonce choquante de la normalisation qui traduit une alliance colonialiste entre le Maroc et l'entité sioniste, survenue en pleine période de crimes génocidaires commis contre la population civile de Raza et de Cisjordanie occupée. Des milliers de Marocains sont descendus à plusieurs reprises dans les rues de Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Ces manifestations qui réclament la rupture immédiate des relations de l'infamie avec le régime d'occupation sioniste ont également fermement dénoncé le génocide en cours dans la bande de Raza qui choque l'opinion publique mondiale. Les difficultés des Marocains ne cessent de s'aggraver et la fuite massive des jeunes vers l'enclave de Ceuta pour gagner l'Espagne, ce phénomène révèle un profond malaise dans le pays, marqué par une gestion désastreuse et une pauvreté endémique. Face à un avenir incertain, ces jeunes désespérés tentent de fuir une situation socio-économique étouffante, exacerbée par le manque d'opportunités et l'absence de perspectives d'amélioration à court terme. Intempéries au Niger, le gouvernement a décidé jeudi de reporter la rentrée scolaire initialement prévue pour le 2 octobre au 28 octobre prochain en raison des conditions climatiques défavorables dans le pays. Selon le communiqué officiel, les préparatifs pour la rentrée scolaire 2024-2025 ont révélé que plusieurs écoles ont été touchées par les inondations, tandis que d'autres sont actuellement occupées par les sinistrés. Jusqu'au 4 septembre, les pluies torrentielles tombées sur le Niger depuis le début de la saison en mai ont fait 273 morts et laissé plus de 700 000 personnes sinistrées. Et la variole du singe continue de se propager sur le continent africain à grande vitesse et les jeunes ne sont particulièrement touchés par l'épidémie. C'est le cas au Burundi où presque un tiers des malades a moins de 5 ans selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Regardez. D'après ce que j'ai vu, les enfants du Burundi sont les premiers touchés par l'épidémie, avec des taux d'infection alarmants et de graves effets sanitaires. L'augmentation du nombre de cas de variole chez les enfants de moins de 5 ans, qui représente 30% des cas signalés, est particulièrement préoccupante et souligne la nécessité urgente de mettre en place des interventions ciblées. Et dans le reste de l'actualité internationale, le provisoire dure toujours en France. Plus de 3 mois après la dissolution du Parlement et 2 semaines après la nomination du Premier ministre Michel Barnier, la formation d'un gouvernement est une énième fois retardée. Safouane Ben Sabri. Non, mais il faut laisser Michel Barnier travailler. J'ai nommé un Premier ministre et il est important que tous les groupes politiques, avec engagement, sens des responsabilités, l'aident à former un gouvernement. C'est son gouvernement, il le compose. Le président français s'est brièvement exprimé vendredi en fin d'après-midi en marge de son déplacement à Chartres sur le thème central de la vie politique française depuis des semaines. Il a appelé tous les groupes politiques à aider le Premier ministre avec le sens des responsabilités. Un Premier ministre dans une position délicate qui devait présenter son gouvernement hier et qui finit par retarder la formation de ce dernier. Michel Barnier a déclaré que la France aurait un gouvernement avant dimanche. Il a été reçu dans la soirée par Emmanuel Macron pour une révision des noms des 38 ministres présentés au président. C'est dans la validation des noms proposés à Macron que réside la lenteur de la création d'un gouvernement. Tenus par des impératifs de coalition, les noms des différents ministres sont étudiés au cas par cas, se confrontant parfois au refus de différents blocs politiques.
Le gouvernement Barnier symbolisera-t-il une sortie de crise ou un projet mort-né? Dans une France fracturée en 3 blocs, il est difficile d'établir un cap clair tant les divergences politiques sont nombreuses, avec une gauche et une extrême droite sorties du champ d'emblée de jeu. Pas beaucoup plus longue parce que... Conflit en Ukraine, l'Union européenne envisage d'accorder un prêt de 35 milliards d'euros à Kiev, une somme financée par les profits exceptionnels dégagés par les avoirs russes gelés en Europe. Un énorme pas en avant selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Commission a adopté des propositions qui vont permettre à l'Union européenne de prêter 35 milliards d'euros au titre de l'engagement du G7. C'est un énorme pas en avant. Nous sommes désormais certains de pouvoir accorder ce prêt à l'Ukraine très rapidement. Ce prêt est garanti par les bénéfices exceptionnels tirés des avoirs russes gelés. À la direction, le sud de l'Espagne, où les infections par le virus du Nil sont en augmentation. Les autorités locales ont recensé 79 personnes infectées et 7 décès. Ce virus transmis par un moustique lui-même infecté par des oiseaux est là pour rester dans tout le sud de l'Europe. Face à cette situation qui suscite l'inquiétude des habitants, dont certains manifestent depuis plusieurs mois, les autorités locales mettent en œuvre une série de mesures, dont la pulvérisation des zones humides pour éradiquer les larves de moustiques avant qu'elles n'éclosent. Nous sommes envahis de moustiques. Nous ne savons pas si ce moustique est bon ou mauvais. Et aussi à Dos Hermanas, beaucoup de gens vivent sur des terrains et à la campagne. Et donc, ce que nous demandons bien sûr, c'est que la Junta de Andalucía s'implique. Même si elle doit faire une réunion d'urgence, elle doit le faire parce que cela ne fait que s'aggraver. La tempête Boris continue de faire des siennes sur le continent européen, de l'Italie à l'Autriche en passant par la Pologne et bien d'autres pays. Les vents violents et les précipitations exceptionnelles s'annoncent comme les pires ayant traversé la région depuis les inondations de 2002. Maria Schouyer. Après avoir balayé l'Europe centrale, la tempête Boris se dirige vers l'Europe méridionale et se penche sur la Méditerranée. 2 personnes sont décédées et un avion est porté disparu en Italie, où des centaines de résidents ont été contraints d'évacuer la région nord de l'Émilie-Romagne après avoir été frappés par des pluies torrentielles et de graves inondations pendant la nuit. Les personnes âgées de mon quartier ont déjà été évacuées hier par mesure de protection parce que nous savions que cela allait arriver. Nous attendons maintenant que l'eau descende pour commencer à travailler. La circulation est mise en stand-by dans les régions touchées par la dépression Boris. Les routes et les voitures sont noyées et le trafic ferroviaire suspendu alors que les écoles et les lieux de travail sont incapables d'ouvrir leurs portes. Le cauchemar est vite devenu réalité pour ces citoyens. Des villages entiers baignent sous les eaux des rivières débordantes. La situation est mauvaise. C'est déjà la 3e fois que ces pauvres gens sont inondés. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour régler tout cela. Je ne suis pas sûr de la solution. Le changement climatique provoqué par l'activité humaine réchauffe la planète à un rythme alarmant, entraînant une hausse de catastrophes naturelles. La lutte contre les inondations se poursuit dans les pays touchés, tels que la Roumanie, la Pologne et la République démocratique tchèque. Les habitants et les équipes d'intervention d'urgence ont uni leurs efforts pour sécuriser les rivières dans certaines zones. Et pendant ce temps, Boris continue sa tournée en Europe. Présidentielle au Sri Lanka, les urnes et d'autres équipements de vote commencent à être installés la veille du scrutin. Il s'agira de la première élection de cette nation insulaire depuis qu'elle a été confrontée à une grave crise économique en 2022, ayant entraîné des troubles généralisés.
Les inondations géantes provoquées par le typhon Yagi ont tué 293 personnes en Birmanie, selon un nouveau bilan annoncé mercredi par les autorités. Les crues à travers le pays ont fait 89 disparus selon les mêmes sources. Pour rappel, ce sont environ 270 000 hectares de rizières et d'autres cultures à avoir été submergés par les eaux. Et puis, petit point tourisme avant de se quitter, on vous amène à Maniitsoq, une ville située sur la côte ouest du Groenland, souvent décrite comme un paradis pour l'observation des baleines et un point de départ pour les amateurs de ski de randonnée en hiver. Et voilà, c'est sur ces belles images que se clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.